des pieds, un autre versait de l'eau. Quand on est arrivé là-bas, dans le bureau d'un officier, un capitaine, je me souviens, un jeune capitaine, le sergent est revenu tout de suite en lui en disant « Monsieur, tout est complet, pas de place, on ne peut pas le mettre nulle part. Il faut pas. » Il m'a regardé et m'a dit « De toute façon, il n'a pas pour longtemps, tu peux le mettre avec les autres. » Comme ça, textuellement. Moi, j'ai compris qu'il n'en a pas tant, c'est qu'on allait m'éliminer. C'est bien clair, ça veut dire ça. La nuit, les policiers et les militaires venaient amener une hôtel, et puis on ne les revoyait jamais. On ne les revoyait jamais. Il y en a un qui habitait dans le quartier où j'habitais et qu'on n'a plus revu. En métropole, dès le 9 mai, la presse se fait l'écho de perturbations en Algérie. Mais en aucun cas, le drame de Sétif n'occupe la première page des journaux. En France, on célèbre encore la victoire. Roger Denier, originaire de Sétif, fait partie de la 7e RTA, le régiment des tirailleurs algériens. Le 11 mai, il est à Aubagne avec son régiment quand il entend parler pour la première fois des troubles en Algérie. On achète le journal. Et puis on s'aperçoit que des éléments de trouble ont perturbé les fêtes de la libération à Sétif. Pour nous, à ce moment-là, on a pensé que c'était une bagarre de gens qui avaient trop fêté le 8 mai. Et le lendemain, en rentrant au bail, le commandant qui était à côté de moi déplie un journal et puis qui me dit « Eh bien, il s'en passe des choses dans votre pays. » Alors je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, il me dit « Il y a eu des émeutes à Sétif et avec des victimes, il y a des morts. » Ah bon? Et il dit « Parmi les premières victimes, le maire, un juge de paix et le secrétaire de la section du Parti communiste. » Je donne un coup de frein à la voiture et je me gare. Je dis, faites voir le journal. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis, le secrétaire du Parti communiste, c'est mon père. Je rentre au régiment et là, je demande une permission. À peine arrivé sur le quai d'Alger, je prends le train en direction de Sétif et le train a été convoyé par des Sénégalais qui étaient à chaque porte, armés à chaque porte de wagon. Et on arrive à Sétif, et alors là je découvre qu'il y avait des nids de mitrailleuses qui étaient en enfilade des rues et qui faisaient respecter le couvre-feu. Je suis allé voir aussitôt ma mère, et avec ma mère, on a décidé de monter tout de suite à l'hôpital. Et en montant à l'hôpital, j'ai trouvé mon père sur son lit de souffrance, là, et il était méconnaissable. Albert Denier était un Européen modéré, très respecté à Sétif par les deux communautés. Dans la folie de la manifestation du 8 mai, il a eu les mains broyées par des manifestants. Cette photo a été prise par l'armée. Abondamment publiée dans la presse locale, elle contribuera à créer un climat de terreur au sein de la population française. Dans les colonnes des journaux, si on ne mentionne pas les morts algériens, on énumère les victimes françaises et on dénonce en boucle la barbarie des émeutiers. Tous les jours en lisant notre journal, quand on lisait le décès de telle ou telle personne, ça nous faisait peur et on se disait mon Dieu, quand est-ce que ça va nous arriver à nous? Et ça envenimait, ça entretenait notre psychose et on avait peur et c'était terrible. Il y a des gens qui ne sont plus jamais sortis, qui n'osaient plus descendre des escaliers, qui ne voulaient pas aller à l'extérieur, tant la peur était grande. On se demandait, nous, les petits gens, on se demandait ce qui nous était arrivé, parce qu'on ne comprenait pas la chose. À l'extérieur de l'Algérie, on continue à ignorer l'ampleur de la répression. Landrum Bolling, reporter de guerre américain, est le premier journaliste étranger à se rendre sur le terrain. À la toute fin de la guerre, j'étais à Rome et j'ai reçu un télégramme de mon rédacteur en chef à New York m'ordonnant d'aller immédiatement à Alger pour voir si je pouvais essayer de déterrer une histoire que les Français essayaient de cacher. Quand je suis arrivé à Alger, les autorités françaises ne m'ont rien dit. Je suis allé voir les autorités militaires américaines qui ne m'ont rien dit non plus, mais par hasard, j'ai rencontré un homme d'affaires américain qui partait en voiture le lendemain pour la province de Constantine et il m'a dit « Oh oui, j'ai entendu parler de quelques problèmes survenus dans une petite ville qui s'appelle Sétif. »
À une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Sétif, j'ai commencé à voir des villages qui venaient tout juste d'être brûlés. Des troupes sénégalaises gardaient ces villages. Depuis le 11 mai, l'armée a la situation bien en main. Il n'y a plus de morts européens dans le Constantinois, pourtant la répression continue. J'étais serfrin. En 1945, je travaillais dans cette gare. Le chef de gare nous avait mis des brassards. Seuls les cheminots et les travailleurs des ponts et chaussées avaient le droit de circuler. Nous avons emmené un premier train, celui des tabords marocains. Le lendemain ou le surlendemain est arrivé un train rempli de tirailleurs sénégalais. Ils ont fait partir un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. Après, les tabords marocains sont arrivés. Ils pillaient les villages, ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient aux femmes leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. Tout ce qui leur plaisait, ils le prenaient. Ce qui se passe en 1945 au niveau de la répression est une vieille tradition française. C'est d'utiliser dans chaque partie de l'Empire des soldats d'une autre partie de l'Empire. Bon, on a colonisé le Maroc grâce aux tirailleurs sénégalais. On envoie la répression en 1947 à Madagascar avec ces mêmes tirailleurs sénégalais. Les tabords marocains se retrouvent en Algérie pour réprimer aux côtés de tirailleurs. En Indochine, on enverra les troupes de l'Empire entière. Chaque fois, on utilise des hommes, des supplétifs unitaires d'une force vers une autre colonie. Ce qui signifie que d'une certaine manière, même dans la mythologie, même dans l'imaginaire, le tirailleur, par exemple, au Maghreb, fait peur. Les tirailleurs sénégalais font peur parce qu'ils ont participé, que ce soit en Constantine en 1934 d'ailleurs, ou à Sétif en 1945, aux différentes grandes répressions qui ont eu lieu. Et dans cet imaginaire collectif, il y a, pour faire peur justement, parce que c'était quelque chose directement pour inquiéter les populations civiles. Quand on sortait les tirailleurs sénégalais, c'était d'une certaine manière rappeler ce que le pouvoir colonial pouvait lâcher sur la population civile. C'est-à-dire, attention, si vous ne rentrez pas dans le rang, nous allons vous lâcher les tirailleurs. L'armée arrive à Guelma et va prendre le relais de la milice. Les Français qui assuraient la sécurité de la ville rentrent chez eux. Mais le sous-préfet Achiari et les miliciens les plus actifs ne veulent pas en rester là. Ils poursuivent leurs exactions en dehors de tout contrôle. À cette époque-là, je gardais les troupeaux ici. Ils sont arrivés avec un camion. Le camion était rempli de prisonniers. Ils ont mis la 24 au milieu de la route. La 24, c'est une mitrailleuse. Il y avait quoi? 10, 12 ou 14 Français? Je ne peux pas vous dire exactement. Les prisonniers sont descendus du camion, sont allés au bord du fossé et ont été placés dos à la mitrailleuse. Je ne peux pas vous dire qui a donné l'ordre de tirer. C'était peut-être celui qui les commandait. Et là, ils les ont mitraillés. Ils sont montés dans la voiture et le camion et sont repartis. Arrestation arbitraire, exécution collective, la répression tourne au règlement de compte racial, comme nous l'apprend un rapport officiel signé par le commissaire Berger. Dans la garde civique, il y avait des éléments pondérés, mais il y avait aussi des demi-fous qui, m'a-t-on dit, semblaient sortis du port Tarascon, des individus louches. Les camions des ponts et chaussées auraient été utilisés pour transporter des charretés. Il y avait aussi des colons repliés, des Européens qui ne nourrissaient aucune sympathie pour ceux qu'ils appellent des ratons, des pinsons ou des merles. Certains se sont vantés d'avoir fait des hécatombes comme à l'ouverture de la chasse. L'un d'eux aurait tué à lui seul 83 merles. À Sétif, Landrum Bolling poursuit son enquête.
À Sétif, j'ai rencontré vraiment par hasard un officier anglais de la Royal Air Force. Il était vraiment très en colère de ce qu'il avait vu, de ce qui avait été fait, et il m'a dit « Si tu viens avec moi à Alger, je vais t'ouvrir mes dossiers et te montrer ce que les services secrets anglais ont réuni sur ces événements. » Je suis donc retourné à Alger avec ce lieutenant-colonel en chef des services secrets pour l'Afrique du Nord, et il m'a ouvert ses dossiers. J'ai lu les rapports, j'ai recopié les informations. Une activité aérienne considérable a pris place. On estime approximativement à 300 les sorties de B-26 et de P-38 pendant la période du 8 au 14 mai. Des villages entiers ont été détruits. Les autorités médicales françaises ont estimé qu'au moins 6 000 Algériens ont été tués et 14 000 blessés. Fuyant les bombardements, les insurgés se sont réfugiés dans les montagnes au nord de Sétif. Le 15 mai, l'armée envoie des émissaires afin de